parcours. Je te laisse te présenter. Excellent. Donc, je m'appelle Sarah Jeanne, je viens du Canada, de Montréal, originalement. Puis, j'étais physiothérapeute au Canada. Donc, j'ai travaillé comme physiothérapeute pendant 5 ans, principalement en neurologie, avec des gens qui ont eu des accidents, des AVC, ce genre de problèmes. Et je pratiquais déjà le yoga à ce moment-là. Ça fait à peu près 12 ans que je pratique le yoga de façon plus intensive depuis environ 7 ou 8 ans. Ouais, je suis venue en Inde pour la première fois il y a 8 ans. J'avais pris une année sabbatique après les études. J'ai décidé de voyager un peu. Je suis venue en Inde. J'ai rencontré mon copain qui est indien. Et j'ai décidé il y a 5 ans de déménager ici de façon permanente. Puis on a ouvert un petit centre justement de yoga où on s'est rencontrés et une entreprise de trekking en même temps. D'accord. Donc on fait yoga et trek. Ouais, et j'essaie de combiner un petit peu, moi ici principalement, j'essaie de combiner un peu l'approche physiothérapie avec l'approche du yoga. Un peu. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre la physiothérapie et la kinésithérapie? Je pense que c'est assez similaire. Je ne suis pas très au courant de c'est quoi exactement la kinésithérapie en France, mais je sais que c'est vraiment presque le même terme en fait. Si moi j'allais travailler en France, je serais kinésithérapeute avec mon diplôme. Qu'est-ce qui t'a amené à vraiment t'installer, bon, à part l'amour, mais qu'est-ce qui t'a amené à rester ici? Pour moi, je dirais qu'au Canada, ça va profondément, mais au Canada, j'ai toujours senti que je n'étais pas tout à fait à ma place. Qu'il y a beaucoup de choses dans la façon de fonctionner de la société que moi, j'avais besoin de plus de simplicité. Puis j'avais l'impression de devoir justifier un peu aux gens autour pourquoi je faisais ces choix-là pour moi-même, en fait. Pourquoi moi, c'était pas important d'avoir un bel appartement ou une voiture, ou comme pourquoi je prenais certaines décisions. Quand je suis venue en Inde, j'ai comme eu l'impression que ce poids-là était pas là. Chose que je trouve intéressante maintenant, avec du recul, parce que j'avais l'impression que les Indiens étaient plus heureux avec moins. Je pense pas que c'est nécessairement la réalité. Ils ont vraiment la même pression que nous, d'accumuler des choses, disons, mais ouais, d'une façon différente. Puis comme moi, je viens pas d'ici, il y a personne qui met cette pression sur moi, ce qui m'allégeait. Donc c'est un peu pour ça que j'ai décidé de rester, que ça me convenait un peu, ce rythme de vie-là qui est un peu plus lent, qui me permet plus d'écoute de moi-même. Ouais, plus le temps de faire de l'introspection, de pratiquer le yoga, d'être en nature un peu plus. Donc, ouais. Comme tu es aussi thérapeute, quel lien tu peux faire entre le bien-être, la santé et le yoga? Pour moi, le yoga, c'est un des outils les plus puissants pour la santé. Parce que je trouve que c'est super intégré. Ça comporte tellement d'aspects de les 8 limbs en anglais, mais les 8 comme membres peut-être de Patanjali qui décrivent comme vraiment à partir de même les actions qu'on doit faire dans notre vie quotidienne ou les principes qu'on devrait appliquer dans notre vie quotidienne. Des sortes de routines, on peut dire? Oui, un peu, exact. Je pense que même ça fait vraiment partie de la santé en général, comme nos interactions avec les autres, nos interactions avec nous-mêmes. Ça fait partie de la santé en général. Ouais. Puis je pense qu'au niveau physique, ça aide à travailler le système nerveux, ça aide à travailler aussi le système comme plus physique. Donc je trouve que c'est très global. Donc ça a vraiment un grand potentiel, je pense, d'être très bénéfique à long terme pour la santé des gens. Pour le fait d'être acteur dans sa santé? Exactement, oui. Pour être capable de vraiment prendre un rôle. Ouais. Souvent, dans le yoga, on se représente plus les postures. Et puis, en venant ici, on a découvert que le yoga, enfin, moi, je n'avais pas une grande connaissance, mais
il n'y a pas que cette question de la posture, il y a aussi la respiration. Donc qu'est-ce que tu englobes dans ces routines qui permettent d'être bien avec son système nerveux, d'être en bonne santé? Est-ce que tu peux détailler un petit peu l'ensemble des routines qui peuvent aider? Oui. Donc, il y a vraiment les principes à la toute base. Dans le fond, Patanjali, comme je le décrivais, a donné 8 étapes, en fait. Et la base, ça serait le yama niyama, qui sont les règles de l'interaction avec les gens et l'interaction avec nous-mêmes. Donc ça, c'est comme la première étape, qui est, je pense, très difficile à atteindre déjà dans nos modes de vie général. Mais ensuite, il y a des étapes comme le pranayama, qui est les exercices de respiration, qui ont un effet plus sur le système nerveux, qui progressivement sont de plus en plus prouvés par la science aussi. On arrive à vraiment faire comme des connexions claires de comment c'est relié. On a les asanas qui sont plus en fait pensés pour arriver à, plutôt qu'à arriver à faire des postures de flexibilité intense comme ce qui est vu maintenant, mais qui sont plus pensés pour arriver à donner aux gens la stabilité et la flexibilité nécessaires pour être assis confortablement, sans bouger pendant une longue période de temps, pour atteindre les états méditatifs qu'on arrive après. Puis même dans les états méditatifs, souvent on parle de méditation, mais il y a comme des étapes avant, de retrait des sens un peu, de concentration, et la méditation, c'est un état de concentration prolongée. Donc c'est comme vraiment décrit des étapes, en fait, faciles mais pour arriver à un niveau de bien-être autant physique que mental, en fait. Juste comme de connexion à soi, en fait, et aux autres, j'ai l'impression. Est-ce que tu perçois des limites ou des risques dans la pratique du yoga? Oui, définitivement. D'autant plus que je trouve que maintenant, l'industrie du bien-être, c'est un peu trop facile, je pense, d'avoir des certifications et de dire qu'on est coach de quelque chose ou qu'on est prof de quelque chose. Et je pense que aussi les gens ont une confiance un peu aveugle en l'industrie. C'est très à la mode présentement de prendre soin de soi, mais c'est encore trop large, j'ai l'impression, au niveau de qui peut vraiment encadrer ce genre de choses. Donc, je pense que déjà ça, c'est quand même un risque, autant au niveau physique que psychologique. Quand on parle juste des asanas en soi, il y a beaucoup de professeurs ou beaucoup de gens qui ne sont pas très nécessairement conscients de l'anatomie, ou même de gens qui pratiquent le yoga qui ne sont pas nécessairement super conscients de l'anatomie et de comment on devrait faire les postures pour les faire de façon sécuritaire. Et je pense que ça peut causer aussi des blessures physiques éventuellement, beaucoup d'ajustements qui des fois, le yoga c'est un peu rigide d'une certaine façon au niveau des postures. Donc la posture est supposée être alignée de cette façon-là. Donc souvent on va essayer de pousser pour que ça reste dans cet alignement-là. Donc ouais, je pense que tout ça a quand même des limites. Mais je pense que plus les gens... plus les professeurs vont étudier pendant longtemps, en fait, plus ils ont de la connaissance, puis plus ils sont capables de donner un service qui respecte, justement, puis qui reste vraiment dans un objectif correct. Mais je pense que tout le monde est bien intentionné, c'est juste que les formations sont trop rapides. Tu as vu Rishikesh évoluer, tu es là depuis 8 ans, c'est ça? Ça fait 5 ans de façon permanente. De façon permanente. En 5 ans, comment ça a évolué ici? Ça a énormément évolué, surtout depuis la COVID. Ils ont construit une autoroute pendant la COVID pour favoriser un peu le tourisme indien, surtout en fait. Rishikesh à la base, c'est un endroit, surtout Tapovan, c'est un endroit qui est très très religieux, qui a beaucoup d'importance religieuse. Il y a énormément de temples, en fait. Je ne connais pas exactement l'histoire mythologique, mais il y a des histoires de dieux qui étaient à Tapovan ici à comme certains moments. Puis
Il y a beaucoup de temples importants, où il y a des choses importantes dans la mythologie hindoue qui se sont passées. Donc, c'est vraiment un espace qui est comme supposé être très sacré. Mais dans les dernières années, il y a vraiment comme une grande évolution. C'est un petit peu plus, justement, l'industrie du bien-être, comme je disais, qui a comme un peu pris d'assaut l'endroit, peut-être. L'industrie du bien-être et le tourisme de gens qui ne pratiquent pas nécessairement le yoga, qui sont locaux. Les gens de Delhi qui viennent pour un week-end, par exemple. Mais ça a fait un gros boom de construction d'écoles de yoga et d'hôtels de tout genre. Ouais. Donc, c'était un peu plus vraiment un village avant, avec des terrasses partout, le Gange, plus de nature. Puis maintenant, c'est un peu plus... ça fait un peu petite ville, en fait. Mais, ouais. Ça construit encore aussi. Ça construit encore, oui. Il n'y a pas beaucoup de réglementation en Inde pour ces choses-là, puis il n'y a pas beaucoup de prévention. Donc, ouais. Mais je pense que tout change. Puis je pense que c'est intéressant quand même parce que l'énergie reste... quand même, il reste quelque chose qui... C'est un endroit où il y a énormément de gens concentrés à la même place qui sont là pour un objectif à peu près commun de croissance ou de yoga ou de compréhension de quelque chose. Beaucoup de gens qui cherchent des réponses. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde comme ça où il y a une aussi grande concentration de gens qui sont à la recherche de la même chose, en fait. Ouais, dans un endroit. Donc, c'est intéressant comme... Est-ce que tu peux développer cette recherche qu'ils ont? L'ensemble des personnes qui viennent ici? Ouais, je dirais que moi, quand je suis venue personnellement, c'était pas mon objectif du tout. Je suis vraiment venue pour faire du tourisme. Donc, je suis un peu peut-être mal placée pour expliquer vraiment parce que ça serait une interprétation de ce que je pense que les gens viennent chercher. Mais je vois beaucoup de gens qui essaient d'être très productifs, en fait, dans leurs apprentissages. Beaucoup de gens qui ont quitté leur emploi, par exemple, et là, qui viennent parce qu'ils veulent se réorienter, peut-être devenir professeur de yoga, parce que pour eux, c'est synonyme de plus de paix ou plus un rythme plus tranquille. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent un peu ça et qui cherchent à donner, qui cherchent peut-être à aider des gens, et qui cherchent peut-être à s'aider eux-mêmes. Pour moi, il y a une notion un peu qui reste très occidentale de productivité. C'est comme on va faire un TTC, là j'en finis un autre, je vais en faire un autre, ou je vais faire une formation de plus. Et les gens sont comme... Il n'y a pas, je trouve, peut-être que les gens manquent un peu de temps pour intégrer l'information. Donc ça fait une énergie qui est très, très active ici. Une énergie qui est très volatile, en fait. Je pense que c'est dû un peu à ça. La recherche constante est dans une notion de productivité un peu. Une recherche de bien-être avec une productivité, une mentalité. Exactement. C'est comme si on performait notre croissance personnelle aussi. En plus de tout le reste qu'il faut performer, mais on est comme habitué à performer quelque chose, donc même la croissance et la guérison, on essaie d'aller la chercher dans une performance plutôt que dans une assise. Je pense que le yoga, l'objectif en fait, c'est d'apprendre à s'asseoir un peu, puis à relâcher un peu, donc c'est intéressant, le mix, je trouve. C'est pour ça que de ton côté, tu proposes aussi des retraites où on prend ce temps en fait de s'asseoir. Exactement, oui. C'est l'objectif principal de nos retraites, d'avoir comme un peu moins de structure, puis on les vend pas comme étant révélatrices ou vous allez en ressortir grandi, mais juste, c'est ça, c'est un espace pour essayer de sentir c'est quoi qui est aligné, qu'est-ce qui n'est pas aligné, comment on se sent dans son corps quand quelque chose est désaligné, comment on se sent quand c'est aligné, donc, ouais. Et là, on sort du temps en fait, quand on vient chercher cette conscience. Exactement, oui. On sort du temps et de la performance. Exact.
on arrive un peu dans une notion d'impermanence, que tout est en mouvement un peu. Quand les choses vont bien, elles vont finir par aller mal, puis quand les choses vont mal, elles finissent par aller bien. Donc, il y a comme toujours un cycle un peu. C'est comme une façon de voir. Tu parlais du rapport à la nature aussi dans ces retraites. Oui, important. Exact, oui. C'est pour ça qu'on a décidé de personnellement faire du trek aussi. Ouais. Pour moi, la nature, le yoga, c'est comme, ou même la physio et le yoga, si on va plus... mais pour moi, tout ça, c'est des langages différents. Quelqu'un peut ne pas connecter du tout avec le yoga, mais connecter énormément avec la nature. Puis ils vont aller en nature, puis ils vont se sentir en paix, profondément, comme calme. C'est la même chose, ou différente. Un peu la même chose que la physio et le yoga, mais une posture de yoga, souvent c'est un exercice en physiothérapie. Donc c'est comme les deux sont vraiment, ça se connecte, puis ça fait juste aller chercher le plus de gens possible pour arriver à cet état de compréhension du corps par rapport à la physio et les asanas, mais de l'esprit, une espèce de conscience et d'assise peut-être. Tu parlais beaucoup dans tes ateliers aussi de la proprioception. Le lien de la proprioception avec la conscience et puis le fait d'être à l'écoute de son corps, de ses postures, de ne pas forcément faire des figures qui sont complètement magnifiques, on va dire, sur Instagram, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps quand je fais cette posture et comment j'accepte que mon corps, il est là, où il en est. Exactement, oui. Pour moi, le yoga, c'est vraiment un outil de connaissance de soi, en fait. Puis si on essaie de l'utiliser vraiment en introspection et en développant sa proprioception, sa conscience personnelle, que ce soit dans la pratique active des postures, de vraiment comme essayer de sentir, OK, où est-ce que je place mon pied, à quelle vitesse je me déplace, à quel muscle s'engage. Tout ça, ça apporte une conscience de soi qui est différente. Ça demande beaucoup de pratique, beaucoup de répétition, d'arriver à cette conscience-là, puis cette proprioception-là, de savoir comment, qu'est-ce qui travaille et tout, mais après, ça connecte directement avec comme la conscience aussi interne, en fait. J'ai l'impression que quand les gens commencent à pratiquer le yoga, ils font des transitions souvent très rapidement, les choses se passent vite, ils ne connaissent pas les positions, donc ils regardent beaucoup autour. Mais plus on pratique, plus on répète, c'est vraiment un espace qui permet beaucoup de conscience en fait, intérieure. Même si les positions sont différentes. Dans ton approche, j'ai beaucoup aimé aussi tout ce qui était maintien, comment en fait j'apprends à sentir mon corps pour pouvoir le maintenir et avoir un ajustement postural qui est suffisamment bon pour ne pas avoir de problèmes au dos, même dans mon quotidien. Exactement, oui. Je pense que j'utilise vraiment, j'essaie vraiment d'expliquer le mieux possible aux gens pour que vraiment ils arrivent à après sentir et à comprendre pourquoi il faut qu'ils fassent les mouvements d'une certaine façon, autant dans la vie quotidienne que dans les postures, que dans un sport ou que... je pense que plus les gens ont une compréhension approfondie de ce qui leur arrive, plus ils vont avoir la volonté en fait de travailler sur ça pour éventuellement améliorer le problème. Je pense que dans la médecine plus traditionnelle, plus occidentale en fait, plus moderne, c'est peut-être quelque chose qui manque dans le sens où on n'a pas assez de temps peut-être pour vraiment expliquer à la personne pourquoi on prescrit tel genre de choses ou pourquoi on dit à la personne de faire tel genre d'examen ou tel genre d'exercice. On prescrit des choses, mais ensuite la majorité des gens ne comprennent pas pourquoi. En fait, la littératie dans la santé est assez faible. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment permettre aux gens de rester en santé plus longtemps, en fait, si on arrivait à vraiment comprendre ce qui se passe et après à vouloir prendre action sur
Sur ça, c'est certain qu'on voudrait prendre action si on comprenait ce qui se passe, je pense. Est-ce que tu as envie de nous dire encore autre chose? Il n'y a rien qui me vient à l'esprit comme ça, je pense que c'est bon. Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi. Merci.